Bonsoir, ce soir je vais vous parler des nombres à virgule flottante. Tous les développeurs les ont déjà utilisés au moins une fois. Après, qu'est-ce que ça engendre? Quels sont les problèmes qui peuvent être liés? On ne maîtrise pas forcément tous ces facteurs-là quand on les utilise. La première chose pour pouvoir comparer deux nombres, savoir s'ils sont égaux, qu'on pense, enfin comparer deux types en fait, pas des nombres, c'est de dire A égale B. Assez rapidement, on se rend compte que avec les flottants, bah, c'est pas pertinent. On va voir après pourquoi. Pour comparer les flottants, on a souvent tendance à utiliser la différence de valeur, la valeur absolue de la différence et de le comparer à un epsilon. Fixer cet epsilon, bah, c'est pas forcément facile. On peut se dire, bah, c'est 10-8, c'est l'epsilon machine, c'est voilà. Et en fait, souvent, ça dépend des cas d'usage euh, de votre application, de votre code. C'est pas des exemples, enfin c'est pas des problèmes simples, c'est même des problèmes qui ont coûté des vies. Par exemple 91, lors de la première guerre du Golfe, une batterie de missiles Patriot, donc qui est une défense antimissile, a raté en fait un objet qui arrivait sur une base qui visait une base américaine de 500 mètres. Et en fait, après analyse, ils se sont rendus compte que le temps écoulé en fait depuis l'allumage de la batterie était calculé avec des nombres flottants. Et du coup, il y avait des erreurs d'arrondi qui, à la fin, ont mené en fait à une mauvaise trajectoire. L'estimation était correcte, mais la trajectoire en fait était fausse parce que le temps mesuré à l'origine n'était pas bon. Le deuxième point, deuxième exemple frappant, c'est le premier vol d'Ariane 5 qui a été détruit, enfin, les commandes d'autodestruction ont été lancées parce que le lanceur en fait était incontrôlable et c'était dû, après analyse toujours pareil, à une conversion d'un double, donc un float 64, vers un entier 16 bits. Et donc on avait un overflow sur un calcul de vitesse. C'est-à-dire qu'on ne rentrait pas, en fait on était au-delà de ce qui était représentable sur un entier 16 bits. Troisième exemple marquant, c'est la bourse de Vancouver dans les années 2000, qui, lorsqu'ils ont mis en place un nouveau système, ils ont fait le choix de tronquer en fait les valeurs, enfin les opérations et les valeurs boursières à trois chiffres après la virgule. Ils se sont dit que c'était suffisant. Quelques 2 ou 3 ans après, bah, en fait, certaines valeurs étaient la valeur qui ressortait par l'outil était 2 fois inférieure, donc 2 fois moindre que celle qui normalement aurait dû être la leur. C'était dû au fait qu'ils tronquaient toujours vers le bas. Donc en fait, la perte de chiffres significatifs était toujours dans le même sens. À titre plus personnel, moi j'ai travaillé dans une entreprise où un code de calcul en fait avait une variabilité de plus de 20% dans les résultats. Le problème, c'est que c'est un code de calcul qui était utilisé pour certifier la solvabilité de l'entreprise face au régulateur, donc face à la loi. Donc, ce qui peut poser des problèmes. Quand on parle de nombres flottants, la représentation la plus courante, c'est celle qui est issue d'I3Z 754, notamment de la première norme de 1985. Cette norme définit en fait plusieurs choses. Elle définit deux représentations principales, que donc sont le float et le double. Elle définit aussi donc des représentations étendues qu'on n'abordera pas. Elle définit des valeurs spéciales qui sont plus l'infini, moins 0 et les NaN, donc les not a number. Elle définit un ensemble d'opérations avec des comparaisons, les opérations mathématiques de base, les comparaisons, des restes de nombres flottants, des arrondis, et elle définit des modes d'arrondi, donc au plus proche, au pair le plus proche, opposé à 0, et ainsi de suite. Elle définit aussi, je ne l'ai pas marqué là, que des exceptions, par exemple lors d'un overflow, lors d'une division par 0, et ainsi de suite. Et enfin, elle définit des obligations d'arrondi suite aux opérations.
C'est-à-dire que vous arrondissez en fait au plus proche, suite à une opération ou à une affectation, bah, vous allez avoir un arrondi. Aujourd'hui, cette norme-là est la plus utilisée, et même implémentée en fait dans les siliciums, dans les FPU, Floating Point Unit. Ce que ça nous apporte une grande rapidité d'opération, au sens où les cas d'opération simples sont capables d'être exécutés en un cycle. Ça permet au logiciel de ne pas se poser de questions sur comment est implémenté comment on doit implémenter cette opération-là. Et la très grande majorité des cas, cet implème est correct. Il y a des fois où c'est pas le cas, mais voilà. Alors, pour revenir à la base, qu'est-ce qu'un nombre à virgule? Si on part de notre système décimal, en fait, un nombre, c'est une somme de 10 exposants. Alors, pourquoi 10? Bah, parce qu'on a 10 symboles pour représenter des valeurs de 0 à 9, et quand on arrive à la dernière, 9, bah, en fait, on rajoute un symbole devant, et on repart de 0, et on repart de 0, justement, et ainsi de suite. Et en fait, c'est comme ça qu'on croît, c'est comme ça qu'on va grandir, qu'on va avoir un nombre croissant de valeurs. Donc en fait, à chaque fois qu'on rajoute une valeur devant, on rajoute ce qu'on appelle un exposant. Quand on passe à 10, c'est 10 exposant 1, 100, c'est 10 exposant 2, et ainsi de suite. Et on fait pareil dans l'autre sens, vers le négatif. 0.1, c'est 10 exposant moins 1, 0.2, 0.01, c'est 10 exposant moins 2, et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'on peut représenter en fait un nombre comme une suite d'exposants avec des multiplicateurs devant. Donc si on prend cette représentation et qu'on la met dans un tableau, ça nous donne quelque chose comme ça. C'est-à-dire que notre 0.15625, bah, c'est 1 fois 10 exposant moins 1, plus 5 fois 10 exposant moins 2, plus 6 fois 10 exposant moins 3, et ainsi de suite. On met ça dans un tableau. Si on met ça dans un tableau, en fait, on obtient quelque chose qui est comme ça. Ça, c'est pour nous en base 10. Si on passe en base ordinateur, donc en base 2, ben, on n'a plus que deux symboles. On n'a plus que 0 et 1. Ben, c'est pas grave, on fait le même principe. C'est-à-dire qu'on va exprimer un nombre sous forme de somme de puissance. Et donc, dans notre cas, au lieu d'avoir une puissance de 10, ben, on a une puissance de 2. Et donc, si on reprend notre même nombre, 0.15625, ben, c'est 2 exposant moins 3 plus 2 exposant moins 5. Donc là, c'est un cas particulier pour l'illustration, mais c'est vraiment le même principe. Et donc, en fait, on va faire des espèces de coches dans ce tableau-là. Vu qu'en gros, les deux seuls états qu'on a, c'est 0 ou 1, ben on va dire que s'il n'y a pas de coche, c'est 0, s'il y a une coche, c'est 1. Et en fait, ce tableau-là, c'est ce qui va nous servir de base pour notre représentation des nombres, des nombres flottants, comme on le connaît. Quelles sont les informations importantes qui sont dans ce tableau-là? On a deux choses importantes. On a une payload, une charge, qui commence en fait, qui est le début de notre suite de coches. Donc ici, notre suite de coches est plutôt simple, c'est 0, 1, 0. Donc on a cette charge-là, et on a le décalage par rapport à 0, donc à notre 2 exposant 0. Donc là, on a 3 cases. D'accord? Donc, pour résumer, pour exprimer notre nombre, on a besoin d'un signe. On l'a pas évoqué, mais globalement, c'est 0, enfin 0, c'est 0 ou 1, plus ou moins, en fonction de ce qu'on a besoin. D'un décalage, donc d'un exposant en fait qui nous permet de savoir à quelle case on doit commencer notre représentation, et d'une charge qui est en fait notre premier nombre, notre première case cochée, elle commence au décalage moins 3, et donc après on a notre charge, et donc on va incrémenter au fur et à mesure. Si on transpose ça dans la norme, dans l'I3E 754, donc dans la norme des nombres flottants, on a notre signe, notre décalage, ça correspond en fait à notre exposant, et notre charge, ça correspond à notre mantis. On a quelques petites modifications. L'exposant, on fait un complément à 2, c'est-à-dire que pour ne pas avoir à gérer le signe, en fait, on décale tout vers le bas de 2 exposants la taille de mon exposant.
donc de l'exposant -8 dans notre cas présent. Et la mantis, en fait, vu que ce qui nous intéresse sur cette charge-là, c'est la première valeur non nulle. Donc en fait, le décalage correspond à la première valeur non nulle, donc on n'a pas besoin de stocker cette première valeur non nulle. Ce qui fait que sur la mantis, en fait, le 1, il est présent ici, entre guillemets, mais il est caché, il est masqué parce qu'on sait à quel exposant il commence. Et donc on se retrouve avec 1, 0, 1, et on a notre exposant, on a notre -3 avec un complément à 2 comme exposant. Donc, et notre signe tout au début. Donc ça, c'est la représentation des nombres en virgule flottante selon l'I3E 754. 32 bits, donc en 32 bits pour des flottants et en 64 bits pour des doubles précisions. On a quand même quelques petits problèmes. Un premier problème, c'est par exemple des valeurs comme pi. Comme pi, c'est en fait une suite de nombres, une suite de chiffres infinis. Donc déjà, dans notre système décimal, on n'arrive pas à le représenter. C'est pour ça qu'on lui a filé un symbole. Donc là, ça veut dire qu'on va avoir le même problème en base 2, en base informatique. Alors, vous allez me dire, oui, mais pi, c'est pas souvent utilisé, c'est surtout pour faire des maths et de la géométrie, et d'autres choses. 1 tiers divisé par 3. En fait, c'est le même problème. Hein. C'est une suite de 3 jusqu'à l'infini. Donc on n'est pas capable de représenter dans un ensemble fini cette valeur-là. 0,4. 0,4 en base 10, c'est 0,4. En base 2, en base informatique, ça donne quelque chose comme ça. Et si on fait le calcul, en fait, ça nous donne à peu près 0,4. Pour être précis, ça nous donne cette valeur-là. Donc ça veut dire que quand vous faites float f égale 0,4, ce que vous stockez, c'est pas 0,4. Parce que vous avez un écart, qui apparaît et qui n'est pas représentable de la même manière que pi ou 1 tiers dans les bases décimales. Vous avez le même problème. Cherchez pas en double précision, c'est les mêmes problèmes. Vous allez avoir peut-être un peu plus de valeurs représentables, mais dans l'ensemble, vous allez vraiment retomber sur la même chose. Donc, depuis tout à l'heure, je parle de simple et double précision. Le mécanisme elle-même, c'est juste la taille des champs qui change. C'est-à-dire qu'en simple précision, donc float, on est sur un exposant 8 bits, en double, on est sur un exposant 11 bits. Et la mantis, on est respectivement 23 et 52 bits en flottant entre simple précision et double précision. Mais tout le mécanisme, toute la manière de concevoir, toute la manière de créer ces champs-là est strictement identique. La seule chose qui change entre les deux, c'est la taille de la donnée. Pour tout le reste de la présentation, on va partir du principe que on est sur des flottants, donc des simples précisions, mais que les problèmes s'appliquent aussi tout à fait à la double précision. Donc, on a une taille figée, on a 32 ou 64 bits pour représenter nos nombres flottants. Donc ça veut dire qu'on a un nombre maximal de représentations, de exposant 32 dans le cas des simples précisions. Donc on a un nombre maximal de représentations pour un nombre infini de nombres à représenter. Donc on a forcément une limitation de représentation et de précision. De la même manière que le système décimal, on est limité aussi en représentation. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer un peu, on va essayer de voir jusqu'où ça s'étend et comment est gérée cette problématique-là. Donc, le plus simple, c'est de se dire, je prends mon plus grand nombre, que je divise par mon plus petit nombre représentable. On enlève le signe, c'est pas pertinent pour la suite. Et donc je fais la division de mon plus grand par mon plus petit. Et puis je regarde combien d'intervalles combien de valeurs je peux représenter, combien d'intervalles je peux en théorie représenter
cette définition. Donc, pour représenter mon plus grand nombre, bah, c'est simple, je mets tous mes bits à 1. Et pour représenter ma plus petite valeur, je mets tous mes bits à 0, sauf le dernier, je le mets à 1. Voilà. En vrai, on a un problème sur cette partie-là. Quand on met tous les bits à 1 de l'exposant, c'est ce qu'on appelle des NaN, donc not a number. À la fin, il y a quelques slides sur ces représentations. Et la plus petite valeur, bah, on tombe sur 10 exposants 1.17, 10 exposants moins 38. En vrai, si on veut vraiment obtenir la plus grande valeur, donc on déduit, on met un 0 à notre dernier bit d'exposant, on tombe à 10 exposant 38. Et ce qui se passe, c'est quand tous les bits de l'exposant sont à 0, en fait, on passe dans un mode particulier qui s'appelle dénormalisé, qui est aussi expliqué à la fin, qui nous permet de gagner quelques ordres de grandeur. Et donc, en vrai, la plus petite valeur qu'on peut représenter, c'est 10 exposant moins 45. Donc, si je prends mon 10 exposant 38, qui est ma plus grande valeur, que je divise par mon 10 exposant moins 45, qui est ma plus petite valeur, ça me donne en théorie mon nombre de valeurs théoriques que je suis censé pouvoir représenter. Donc, si on fait la comparaison de 2 exposant 32 permutations, donc 10 exposant 9 par rapport à 10 exposant 84, même si les maths ça vous parle pas trop, vous voyez bien qu'il y a quand même beaucoup d'écart. Le compte est pas bon du tout. Du tout. Donc qu'est-ce qui se passe pour gérer ça? Eh bien en fait, le choix a été fait de ne gérer qu'une fenêtre de précision. C'est-à-dire que ce qui va compter, c'est les X premiers chiffres de votre nombre. Pour les flottants, c'est 6, 7, ça dépend des cas. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une précision. Donc en gros, l'écart mesurable, le plus petit que vous pouvez avoir, est proportionnel et lié à votre exposant. C'est-à-dire que si vous faites plus 1 sur 1 million ou 1 milliard, vous allez peut-être pas avoir le même résultat que si vous faites plus 1 sur 10. Cette fenêtre de représentativité, elle est illustrée par ce graphe-là, en fait, où on observe que si on se met à 10 exposant 0, donc en 1, en fait, on a en simple précision à peu près 10 exposant 7 de représentativité. Si on passe à 100, donc la colonne d'à côté, on a 10 exposant 5. C'est-à-dire que faut vraiment le voir quand vous écrivez un nombre. Vous prenez les x premiers chiffres pour visualiser ça. Quand vous écrivez un nombre, vous prenez les x premiers chiffres de votre nombre, et tout ce qui est après, vous ne pouvez pas le représenter. Ça vient bien sûr s'ajouter au fait que tous les nombres ne sont pas représentables. Vous pouvez écrire 0.4, il vous manque quand même encore des nombres. Il vous manque encore de la précision. Donc, si on veut faire un petit exercice, on va prendre une valeur en flottant en simple précision, 20 millions. Je vais comparer cette valeur 20 millions, donc mon M, à une valeur qui va partir de 0, auquel je vais rajouter 20 millions de fois 1. Donc en théorie, je suis censé obtenir la même chose. Sauf que quand on fait le calcul, quand on lance le petit soft, le petit exemple, on n'obtient pas du tout la même chose. En fait, au-delà de 16 777 216, vous pouvez rajouter tous les 1 que vous voulez, ça ne change plus rien au résultat. Vous avez vraiment un phénomène d'atténuation qui apparaît, et donc faire des boucles pour faire des sommes, ça peut être assez problématique dans certains cas. Donc, ça veut dire qu'on est limité. On est énormément limité en représentation. Donc, qui dit limite dit que quels sont les comportements en dehors de ces limites, et surtout quel est le comportement à ces limites-là. Savoir qu'est-ce qui se passe quand on franchit la limite. Est-ce qu'on la détecte, ou ainsi de suite. Donc on a vu un certain nombre déjà de cas, on a vu la perte de valeur, on a vu l'overflow, c'est-à-dire que vous allez
dépasser la représentativité vers le haut. L'underflow, c'est que vous allez dépasser vers le bas, c'est-à-dire que vous allez passer sous ce qui est représentable vers l'infini, vers le petit en fait. Et il existe d'autres phénomènes, dont un qui s'appelle l'annulation ou cancellation en anglais. Alors, pour illustrer ça, si je prends mon addition, je veux faire une addition avec des nombres flottants, je pose mon addition comme j'ai appris à la faire en école primaire ou au collège, j'aligne mes deux nombres pour que les exposants correspondent. Je fais ma somme sous mon trait et vu que je suis en informatique et que j'ai le droit que à 32 bits de représentation, je prends les x. Excusez-moi. Je prends les x premiers chiffres significatifs, les x premiers chiffres, qui du coup deviennent des chiffres significatifs. Donc ça veut dire que tout ce qui est derrière, toute la partie qui est ici, qui se retrouve là, elle disparaît. Je l'ai plus, complètement. Si on reprend notre exemple de tout à l'heure de notre boucle, en fait on a ce cas-là qui se passe. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, mon nombre il est tellement à gauche qu'en fait ils n'ont plus du tout de digits qui se recoupent. Et donc en fait un des membres de mon addition disparaît, n'apparaît même plus dans mon résultat. Ça c'est pour l'addition. Si on passe pour la soustraction, en fait, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que on réaligne toujours pareil, on réaligne nos chiffres, et donc la soustraction, c'est vraiment la différence entre les deux parties. Donc là déjà, ce qu'on voit, c'est que la partie chiffre significatif est fortement réduite, que en vrai, mon 32 bits, il s'étend beaucoup plus, mais que tout ce qui est après disparaît. Enfin, c'est pas que ça disparaît, c'est que ça n'a pas de valeur. C'est présent, mais en théorie, ça devrait être à 0. Et qu'est-ce qui se passe quand mes deux chiffres, mes deux nombres, en fait, se rapprochent? Je vais arriver à un moment où je vais passer au-delà de ce qui est représentable avec mes 6 ou 7 chiffres significatifs. Et donc, vous allez avoir deux doubles qui sont pas égaux, mais que deux floats qui sont pas égaux, mais quand vous faites une soustraction de l'un vers l'autre, ça vous donne 0. Ça, c'est ce qu'on appelle une annulation. Ça peut ne pas être grave, comme ça peut être assez contraignant. Si on fait un tout petit peu de mathématiques, on a une fonction qui est celle affichée, où en bas, on a une racine carrée de 1 moins x carré. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que mathématiquement, cette fonction, elle est valide pour toutes les valeurs, sauf 0. C'est-à-dire, tant que x n'est pas égal à 0, c'est pas grave. C'est valide. Informatiquement, vu qu'on a ce phénomène de décalage d'annulation, en fait, en dessous d'une certaine valeur, mon x, il a plus de valeur. Il est plus compté dans ma soustraction. Et donc, il est plus compté dans ma soustraction. Donc, en fait, on se retrouve avec une fonction qui n'est plus bonne, parce qu'on a une division par 0 en bas. Et donc, informatiquement, on se retrouve avec un infini. Alors qu'en vrai, on sait que notre fonction est valide. Du coup, pour corriger ça, ce qui est fait, c'est qu'en fait, on va transformer cette fonction. Souvent, on va multiplier le dénominateur et nominateur par le dénominateur, et ainsi de suite. Et ainsi, on a une fonction qui est valide, qui est plus facilement exploitable et qui est valide informatiquement. Mais donc, ça veut dire que si on garde cette forme-là, pour x inférieur à une certaine valeur, notre fonction n'est plus bonne. Quatrième problème, les parenthèses et la priorité des opérations. On a tous appris que l'opérateur, qu'on pouvait mettre des parenthèses ou pas, quand on a une suite d'addition, mathématiquement, le résultat est censé être le même. Sauf que en nombre flottant, c'est assez rarement le cas. Ça arrive, mais on a pas mal de cas où c'est pas le cas, où ça marche pas en fait.
Donc c'est pour ça que A plus B entre parenthèses plus C n'est pas forcément égal à A plus B enfin plus entre parenthèses B plus C. Si on fait un petit exemple, un petit fragment de code, on fait 500 tests où on tire aléatoirement trois nombres et on regarde si c'est valable ou pas, si c'est égal ou pas. Eh ben, on tombe à peu près entre 3 et 4 en fonction sur mes tests, entre 3 et 400 fois où c'est valide. Mais donc ça veut dire qu'on a entre 100 et 200 fois où c'est pas valide. C'est-à-dire que les parenthèses ont de l'importance quand vous utilisez les nombres à virgule, les nombres à virgule flottantes. Si on va encore plus loin que ça, si vous utilisez genre moins fmat ou moins fastmat sur vos compilateurs, le compilateur est du coup en droit de faire sauter les parenthèses et donc de vous transformer complètement vos résultats. Alors c'est peut-être plus rapide, mais par contre c'est souvent beaucoup moins précis. Donc c'est des options qui sont à utiliser avec parcimonie et avec réflexion. Souvent, on a tendance à se dire, ouais, mais c'est que le dernier bit qui change, mais sauf que de par l'effet de retenue, en fait, durant mes tests, je suis tombé sur ce cas-là où bah, en fait, c'est pas que le dernier bit qui change. Parce que en fait, on passe d'une somme de 1, et quand j'ajoute 1, bah, j'ai que des zéros, et donc je décale. Et donc la valeur à la fin est quand même assez différente. Ça peut avoir un impact assez fort sur le code. Donc ça, c'est quatre problèmes courants qu'on peut rencontrer assez couramment en utilisation des nombres flottants. Il y en a d'autres. Il y en a énormément d'autres. Parmi ceux-là, on a les opérations mathématiques complexes, racine carrée, exposant, co, qui sont très souvent faites de manière algorithmique, logicielle. C'est pas une instruction spécifique sur le silicium. Et là, du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'on est complètement dépendant de l'implémentation de cette bibliothèque pour le résultat. Je crois que c'est sur MSVC, ils ont deux implémentations de la fonction exposant, une rapide et une précise. Donc c'est en fonction on a la norme et puis on a l'implémentation de la norme. Je pense qu'on fait tous du C++, donc on sait tous qu'il peut y avoir des écarts. Au-delà de ça, les implémentations peuvent être différentes. Hors bug, enfin, même en comptant les bugs, FDiv sur Pentium qui en fait produisait un résultat faux. Alors, Pentium, donc ça date quand même un peu, mais on avait du coup des résultats sur des nombres à virgule flottante qui étaient faux. Je vous laisse aller vous renseigner si ça vous intéresse. Au-delà de ça, même aujourd'hui sur les architectures récentes, sur du matériel récent par exemple, Nvidia sur ses GPU ne couvre pas toute la norme i3E 754. Vous pouvez avoir des écarts que vous faites un calcul sur CPU ou sur GPU. Un autre problème, c'est plus une complexité. L'i3E 754 a eu deux évolutions en 2008 et en 2019, où on a rajouté des nouveaux formats, donc les quadruples, les bfloat, plutôt dédiés IA, des nouvelles opérations, tout ce qui est conversion entre les formats, tout ce qui est fuse FMA, et on a rajouté pas mal d'autres choses, je ne sais plus trop, mais voilà. Donc ça, c'est en plus de tout ce qu'on vient de se dire. Donc on a énormément de problèmes. On a de l'approximation de bout en bout sur les calculs des nombres flottants. Est-ce qu'on a des solutions? Est-ce qu'on a des choses qui nous permettent de pouvoir avancer, de pouvoir essayer de pallier à ça? Oui, on a certains trucs. On va les voir à partir de maintenant. La première solution à laquelle on pourrait penser, c'est d'augmenter la précision, donc en utilisant des doubles, voire des quadruples, à la place des simples précisions. Quadruples sur les architectures qui le permettent. Ça a quand même quelques inconvénients. Le premier, c'est que ça va probablement nécessiter de réécrire ou de modifier vos codes sources. Le deuxième, c'est que va y avoir une perte de performance.
c'est quasi certain. Pourquoi une perte de performance? Parce que du coup, vous allez devoir faire passer 2 ou 4 fois plus d'informations. Je rappelle qu'un simple bit, un simple c'est 32 bits, un double c'est 64 bits, un quadruple c'est 128 bits. Donc quand vous allez vous allez vous allez impacter fortement votre bande passante parce que vous allez avoir besoin de récupérer beaucoup plus d'informations. Même au niveau du CPU, vous allez pouvoir vectoriser 2 ou 4 fois moins en utilisant des doubles ou des quadruples. Donc ça veut dire que vous allez perdre en bande passante et vous allez perdre en, en cycle processeur. Et surtout, vous avez absolument aucune certitude quant à la validité, la stabilité des résultats. Est-ce que les résultats qu'ils vont vous produire, ils vont être bons? Vous pouvez pas trop. Enfin, ça peut être compliqué et surtout, ça peut être trompeur. Ça peut être trompeur. Pourquoi? Euh, une petite formule mathématique complexe. Donc, on oublie la formule, juste voilà, elle est là pour illustration. Si je le fais en flottant, eh ben, j'ai une certaine valeur. Donc en utilisant des nombres flottants, j'ai une certaine valeur. Si je le fais en utilisant des doubles, j'ai une autre valeur. Donc on remarque quand même qu'il y a à peu près 29 ordres de grandeur d'écart. Et si je fais mon calcul à la main, eh ben, j'ai encore une troisième valeur. Et donc là, on tombe dans un cas assez violent où on a une inversion de signe. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut donner sur des systèmes complexes, des inversions de signes. Notamment, on voit souvent supérieur à 0 ou ainsi de suite. Là, ça peut vraiment poser des gros problèmes. Ce cas-là, cet exemple-là, fait partie de la littérature sur les études de stabilité numérique. Ce qui va nous intéresser, c'est de dire, ok, très bien, je sais que j'ai une erreur, je sais que j'ai des arrondis, comment je peux calculer mon erreur? Donc sur une addition, c'est plutôt simple. Ce qui va m'intéresser, c'est de dire, je fais mon addition, donc mon A plus B, ici présent, et après, ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer cette partie-là. Et donc du coup, je fais moins A, donc en fait, j'enlève l'intégralité de la partie jaune, moins B, j'enlève l'intégralité de la partie bleue. Et donc ce qui va me rester, c'est juste ça. Surtout ne pas oublier les parenthèses et ne pas activer FastMath. Sinon, par défaut, ça vous mettra 0. Ça vous cette petite formule-là vous permet de calculer l'erreur d'une addition entre deux flottants. Donc jusque-là, on a très peu, voire pas du tout abordé le monde du C++. Dans le C++, on a quelques petits outils qui peuvent nous aider. Donc dans la STL, on a quelques headers, limits entre autres. Et dans ce header-là, on a un truc qui s'appelle numeric limits, qui nous permet d'avoir un minimum, un maximum, un lowest, donc en gros le plus grand vers le haut, enfin le plus grand vers plus l'infini, le plus grand vers moins l'infini, et la plus petite valeur représentable. On peut avoir des erreurs d'arrondi, on peut avoir le epsilon machine. Donc ça, mais ça reste une boîte à outils. Si vous voulez faire des choses, il faut les implémenter après derrière. On a une petite fonction qui s'appelle nextAfter qui nous permet d'avoir en fait la valeur juste après celle qu'on a. Et donc en fait cet écart-là, cette fonction-là nous permet de calculer l'ULP, donc Unit in Last Place, donc en gros la valeur du dernier bit. Quand vous changez un bit, ça vous permet en gros ça vous permet de dire le next after il fait plus 1 en mode binaire sur votre chiffre, sur votre nombre, et il vous le renvoie. Donc ça, faire la différence, ça vous permet de dire mon ULP il vaut tant. On a des petits helpers isNaN, isInf. Attention, infini est un NaN, comme on le verra peut-être à la fin si on a le temps. On a des fonctions freexp, ldexp, logdb, logb, co qui vous permettent de calculer, de récupérer l'exposant, la mantis,
les troncature à l'exposant, et ainsi de suite, de nombres flottants. Et on a la gestion des environnements. C'est-à-dire que dans le langage, vous pouvez spécifier est-ce que je veux avoir une exception quand je divise par 0, quels sont les modes d'arrondi que je veux utiliser, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est géré par ce qu'on appelle des environnements. Donc en fait, vous pouvez charger un environnement au début de votre programme, le changer au fur et à mesure, et du coup revenir et basculer de l'un à l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un champ l'arithmétique en nombre flottant, c'est un champ de recherche à part. Un des champs qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la stabilité numérique. Et donc il y a plusieurs moyens de faire des recherches autour de ça. Surtout plusieurs moyens de faire des analyses en fait. C'est ça qui va nous intéresser sur le cas présent. On a tout d'abord, alors, c'est trois parmi les autres. C'est trois notamment la première qui est détaillée après par ces outils. La première méthode, c'est la stochastique des arrondis, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous faites une opération, bah, vous allez faire un random sur enfin sur la direction où vous faites votre arrondi. Ce que ça va vous permettre après de savoir, bah, en gros, comment vous allez faire plusieurs runs avec votre code, et vous allez voir après, bah, vous allez obtenir une espèce de nuage de points, et vous pouvez vous dire que bah, globalement, votre code est stable ou il n'est pas stable, en fonction des résultats. On va détailler ça un peu après. Deuxième méthode, c'est le calcul par intervalle, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez considérer que vous allez rentrer une valeur, et l'arrondi supérieur, c'est le haut de votre intervalle, l'arrondi inférieur, c'est le bas de votre intervalle, et à chaque fois que vous faites une opération, ben, vous allez le faire sur ces deux bouts d'intervalle, sur ces deux limites d'intervalle, et vous allez prendre le maximum et le minimum à chaque fois. Et donc du coup, vous allez en fait vous balader, plutôt que d'avoir une seule valeur, vous allez en avoir deux, et faire vos opérations en double sur le haut et sur le bas de votre intervalle. L'inconvénient, c'est qu'assez rapidement, en fait, ça devient inexploitable, ça diverge assez rapidement, parce que vous prenez toujours le max des max et le min des min, bah, en fait, vous allez avoir un intervalle qui ne fait que grandir. Une autre manière de faire l'analyse de ces stabilités, c'est la propagation d'erreurs. C'est-à-dire que, en fait, on va reprendre le calcul d'erreur qu'on a fait, que j'ai montré juste avant. Et en fait, à chaque fois que vous faites une addition, ben, vous allez calculer un résultat et sommer votre erreur. Donc en fait, vous allez vous balader un nombre plus son erreur relative. Et donc à la fin, ben, si l'erreur relative est supérieure au nombre, vous savez que votre nombre, il a rien du tout, il a pas de valeur, quoi. Votre résultat n'a pas de valeur. Donc c'est surtout la première et la dernière méthode qu'on va voir ensemble, que moi j'ai utilisé, et que je vais détailler avec les outils après. Le premier outil qui est utilisé, enfin qui peut être utilisé, c'est un outil qui s'appelle Cadenas. Pour information, la France enfin, la Sorbonne P6 est plutôt en avance sur tout ce qui est sur ces champs-là. Un certain nombre des outils que je vais vous présenter viennent soit de P6, soit d'EDF côté R&D, soit du CEVA. Mais ils sont tous, en fait, il y a plusieurs groupes qui étudient ces phénomènes-là. Donc le premier outil que je vais vous présenter, dont on va parler, c'est Cadenas. Cadenas, c'est quoi en fait? Ça va vous permettre de savoir quel est le nombre de chiffres significatifs de votre résultat. En repartant tout à l'heure, je parlais de propagation d'erreur. En fait, en repartant de ça, bah, vous allez pouvoir dire, à la fin de mon calcul, j'ai X chiffres significatifs, ou voire des fois j'ai 0, hein, ça peut arriver que j'ai du bruit. Et donc, en fait, à chaque opération, on va surcharger, on va refaire le calcul d'erreur. Et donc, on va stocker en fait le nombre de chiffres significatifs qui nous intéressent. Alors,
comment ça se met en place? En fait, c'est une petite bibliothèque qui fait quelques centaines de lignes, que vous pouvez intégrer dans votre code source assez rapidement, assez facilement. L'inconvénient, c'est que ça va nécessiter en fait de modifier votre code source. En fait, ça va déclarer des structures qui vont remplacer en fait les doubles et les floats dans votre code. En fait, l'intérêt, c'est que c'est un produit qui est, enfin, oui, c'est un produit qui est stable, qui est plutôt bien maîtrisé, qui est porté sur CPU, GPU, qui est vectorisé, qui tourne sur MPI, sur OpenMP et ainsi de suite. Donc c'est assez simple à mettre en œuvre. Par contre, ça peut être contraignant et enfin, du coup, on a une empreinte mémoire qui est plus importante parce qu'au lieu de stocker un double, ben, on en stocke deux plus un nombre de chiffres enfin plus un entier. Donc ça peut avoir un impact assez important sur ça. Euh, Cadenas sert de base à pas mal d'outils autour de l'analyse et de l'analyse d'arithmétique flottante. Un de ces outils-là, qui s'appelle CADTrace, permet en fait une fois que vous avez instrumenté votre code avec Cadenas, vous pouvez lancer CADTrace et ça va vous permettre d'identifier quelles sont les opérations les plus instables dans votre code. Par instable, c'est celles qui vont avoir un impact le plus important sur la viabilité de votre résultat. C'est-à-dire que si vous avez une opération qui vous fait perdre un chiffre ou deux chiffres ou trois chiffres significatifs à chaque fois que vous l'appelez, ça va vous le ressortir tout de suite. Ça peut être assez intéressant pour isoler les endroits où vous avez besoin de retravailler. Donc si on fait un tout petit peu de mise en œuvre, c'est très simple. C'est-à-dire que donc là on a notre polynôme qu'on a vu tout à l'heure, qu'on reprend ici. La seule différence qu'on va avoir, c'est de changer double en double ST et de rajouter une petite initialisation au départ et une fin de, enfin, un handle, une fin de handle à la fin. Et donc ça va vous produire du coup ça va vous produire un rapport qui vous permet de vous dire, bah, voilà comment c'est passé, voilà la valeur de tes chiffres, voilà la valeur de tes nombres, est-ce qu'ils sont représentés, est-ce qu'ils sont pertinents ou pas. Un deuxième outil qui est assez intéressant, qui est très intéressant même, qui s'appelle Promise, ça s'appuie sur Cadenas. Pour simplifier, c'est une sorte d'autotune du nombre flottant. Ce que ça va permettre, c'est que vous allez automatiser en fait la compilation, ça va automatiser la compilation et surtout les permutations dans votre code. Est-ce que ça utilise des doubles, est-ce que ça utilise des floats et ainsi de suite. Donc ça va vraiment, vous pouvez l'aider, mais de base en fait ça va juste faire une liste de permutations. L'intérêt de ce produit, l'intérêt de cette bibliothèque-là, c'est il y a beaucoup il y a beaucoup d'endroits, enfin il y a des endroits où on n'a pas forcément besoin d'avoir des doubles. On peut avoir des flottants. Et en fait avoir que certaines parties qui sont faites en double précision. Et comme je disais tout à l'heure, l'utilisation de flottants, en fait, de simple précision, amène très souvent des gains de perf. Et donc cet outil-là permet d'automatiser une part importante de la décision de dire est-ce que je fais du flottant, est-ce que je fais du double, et donc avoir à l'intérieur de votre code de la précision, de la précision multiple, où certaines parties vont être en simple précision, d'autres en double précision. Vu que ça s'appuie sur cadenas, ça va nécessiter quand même de modifier vos codes sources. Et en fait, à la fin, pour pouvoir fixer votre résultat, vous allez dire je veux tant de chiffres significatifs, et lui il va se charger d'arriver à proposer une solution qui convient. Donc là, les deux premiers outils qu'on a vus nécessitent la modification de ce code source. C'est pas toujours possible. Pour ça, on a un outil qui s'appelle Verificarlo, qui est une chaîne de compilation basée sur LLVM. Donc ça va nécessiter de recompiler votre code, mais pas de le modifier. Et en fait, ce qui vient se passer, c'est que les types float et double vont être remplacés par des structures externes.
Et au moment du run de votre exécutable instrumenté, vous allez lui adjoindre une bibliothèque dynamique qui va changer la manière dont sont faites les opérations. Donc en fait, vous allez en gros surcharger le plus, surcharger le moins, et ainsi de suite, avec plusieurs types de back-end. Donc soit vous pouvez en prendre un qui ne fait rien du tout si ce n'est respecter la norme, soit vous pouvez choisir des modes d'arrondi, soit vous pouvez avoir des arrondis aléatoires, vous pouvez fixer des valeurs de précision à la hausse ou à la baisse en fonction de ce que vous avez besoin, vous pouvez avoir la détection d'annulation, et vous pouvez aussi faire varier le format i3E754 en augmentant la taille de l'exposant et en réduisant la taille de la mantis. Le dernier outil, c'est qui là du coup ne nécessite absolument pas de recompilation. Vous prenez votre exécutable et vous allez travailler dessus directement. C'est un plugin Valgrind qui s'appelle Vero, qui est développé par EDF. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que on va faire là, on va faire du stochastique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir une opération, une addition par exemple, et ben on va faire un arrondi dans un sens ou dans l'autre, de manière aléatoire. Et donc à la fin, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 10 runs. À la fin, vous allez obtenir un ensemble de résultats et vous allez pouvoir dire bah, est-ce que mon code il est stable? Donc en gros, est-ce que il est valide dans sa représentation ou pas? Euh, L'inconvénient, c'est le temps de run. Vous allez prendre un facteur x10 à x20 sur le temps d'exécution. L'empreinte mémoire, c'est pareil. Voilà. Il y a l'équivalent sur Dynamo Rio qui est en cours d'intégration, je crois, dans leur, dans leur trunk. Donc, comme je disais tout à l'heure, les valeurs, il y a quelques valeurs particulières, donc les nombres dénormalisés, et donc on va les passer. Ils seront présents ils sont présents dans le slide. Quelques points non abordés. Il existe d'autres manières de faire de l'analyse. La première, c'est, enfin, plein d'autres choses. Une des points intéressants, c'est le delta debug, c'est-à-dire que vous allez en fait arrêter votre programme à un endroit, pouvoir surcharger certaines valeurs ou changer les types et reprendre après derrière. Donc comme je disais tout à l'heure, le reste de la norme, les évolutions 2008 et 2019 de l'I3Z 754, on ne les a pas abordées. Ce qu'on a abordé là, c'est les représentations classiques et courantes de nombres flottants. Il en existe plein d'autres, enfin, notamment en précision fixe. Euh, Aujourd'hui, en fait, on utilise les nombres flottants l'I3Z 754 parce que c'est implémenté dans le silicium. Ça serait une autre représentation, ça serait autre chose. On n'a pas abordé l'impact des FPU, c'est-à-dire que oui, une opération peut prendre un cycle, mais ça peut en prendre plus, et ça peut avoir un impact assez important. Et on n'a pas abordé les précisions étendues, qui sont des jeux d'instructions spécifiques à Intel. Quelques liens utiles dont je me suis inspiré pour faire cette présentation. Voilà. Maintenant, aux questions.